Bonjour William T, bienvenue sur ce plateau, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du think tank indépendant Le Millénaire et vous avez récemment publié une tribune dans le journal Les Échos où vous indiquez paradoxalement qu'Emmanuel Macron pourrait bien tirer profit de tous ces blocages. On va en parler dans quelques instants, mais déjà je voudrais avoir votre réaction sur les chiffres qui sont actuellement annoncés et qui restent importants. La CGT parle aujourd'hui de 400 000 manifestants rien qu'à Paris. Le ministère de l'Intérieur pourrait annoncer dans les toutes prochaines minutes un chiffre au-delà des 1 million de manifestants dans tout le pays. Est-ce que les syndicats et plus largement les grévistes aujourd'hui ont remporté une première bataille ? Nous, ce qu'on attendait de voir, c'était... faut relativiser. Le premier élément qu'on voulait voir, c'était est-ce que le seuil des 1 million était atteint ou pas ? Si par cas c'est confirmé, ce sera plutôt un succès pour les syndicats. Après, moi, cependant, je relativiserai ce chiffre d'1 million en rapport avec les dernières manifestations qu'on peut comparer, notamment sur une réforme des retraites. On a l'exemple de 2010 qui a été mené par Nicolas Sarkozy qui passait de la réforme de 60 ans à 62 ans et les manifestants avaient atteint jusqu'à 3,5 millions selon les syndicats. Donc 1 million de personnes dans les rues, c'est beaucoup, mais il faut relativiser avec les derniers chiffres, notamment de 2010 et de 95 qui avaient permis notamment de bloquer le pays. Actuellement, si les syndicats ont réussi leur opération, le pays n'est pas bloqué, donc c'est un demi-succès, je pense. La deuxième question qui... Le succès, donc, c'est lorsque le pays est complètement bloqué par les syndicats, selon vous, en tout cas, c'est ça ? pour moi, le succès est réussi quand le gouvernement est obligé de retirer son texte. Je pense que c'est ça leur objectif réel, ou en tout cas est obligé de négocier pour retirer certaines clauses, notamment celles que les syndicats contestent le plus. Le deuxième point qu'on va vérifier, c'est si dans les prochaines semaines, les syndicats arrivent à maintenir la mobilisation, si elle arrive à croître, si elle stagne ou si elle va baisser. C'est ça l'élément essentiel, c'est quelle est la dynamique provoquée par les syndicats. Et je pense qu'on va voir dans les prochaines semaines, dans les prochaines heures, notamment quels sont les discours qui vont être posés. Et moi, je pense qu'il y a un point essentiel, et c'est pour ça que j'ai rédigé ce texte. Je pense que l'attitude des opposants, des oppositions politiques et des syndicats sert Emmanuel Macron dans la mesure où, pour moi, ils sont trop caricaturaux et ça les coupe, notamment dans la bataille de l'opinion publique, de Français qui ont un avis mitigé sur la réforme des retraites, mais qui ne soutiennent pas pour autant les grévistes. Alors c'est très intéressant ça, on va en parler dans quelques instants. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a déclaré avant même le départ du cortège parisien que la mobilisation contre la réforme des retraites était au-delà de ses espoirs, de ses espérances. Alors au-delà des éléments de langage syndicaux, est-ce que l'ampleur de ces cortèges et le nombre de grévistes, vous à titre personnel, vous a surpris ? Est-ce que vous attendez à voir un tel raz-de-marée dans les rues ? Moi je m'attendais à 1 million de personnes, comme c'était le chiffre à peu près prévu. Quand on regarde les sondages, on voit qu'à peu près 66% de la population à 70% de la population est contre la réforme des retraites. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait 1 million de personnes qui manifestent. Ensuite, après, comme je l'avais dit, ce chiffre est à relativiser avec les dernières mobilisations. Il y a un deuxième point que je trouve intéressant sur ce chiffre, c'est ce qu'il faut voir, c'est après on aura les chiffres bientôt, mais quelle sera la répartition géographique afin de voir quelle France s'oppose à celle d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est plutôt une mobilisation, comme l'avait sous-entendu Martinez, le leader de la CGT, dans les petites villes, ce qui sous-tendrait que c'est la France rurale qui s'oppose au projet d'Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est plutôt dans les villes moyennes ou dans les grandes villes de province ? Ça nous donnera plutôt une indication. Le troisième élément qui est intéressant, c'est dans quel secteur les gens on fait grève. Là, notamment, on sait que dans l'éducation nationale, on a un taux de grève d'environ 40 à 50%. On sait que dans les raffineries, dans les SNCF, on est à plus de 50%. Dans les raffineries, Martinez indique qu'on est entre 70 et 100%. Et la question, ça va être, est-ce que dans le privé, il y aura des grèves ? Et à ce moment-là, ce sera totalement différent. Parce que si c'est uniquement les points où les leaders syndicaux sont très forts et qu'il y a une forte mobilisation, en fait, les syndicats ont uniquement mobilisé leur propre base. Les gens qui sont déjà d'accord avec l'idée des syndicats. L'objectif d'un syndicat, c'est de pouvoir convaincre les autres personnes qui ne sont pas adhérents d'un syndicat d'aller manifester. Et à l'heure actuelle, dans les premiers chiffres qu'on a, on n'a pas beaucoup de salariés du privé qui ont fait grève, dans la mesure où ils ne sont pas forcément pour les retraites, mais ils ne se reconnaissent pas forcément dans le message transmis par les syndicats. C'est ce que vous appelez aussi peut-être la France du travail, dont on va parler dans quelques instants. Alors c'est vrai que les syndicats ont appelé à la grève la semaine dernière, et à ce moment-là, de nombreux observateurs étaient assez, disons, dubitatifs. Est-ce que c'est possible de rassembler des 1 million de manifestants dans la rue en seulement une semaine ? Et force est de reconnaître que ils y sont peut-être parvenus. Comment vous expliquez que les syndicats aient réussi en un temps record finalement à mobiliser autant de personnes ? C'est vraiment cette base solide des syndicats qui est de toute façon très active du jour au lendemain, j'ai envie de dire ? Pas forcément du jour au lendemain. Quand on prend les manifestations qu'il y avait eu en 2019, de souvenir, on était plutôt à un horizon entre 400 000 et 800 000 personnes, donc ils sont allés au-delà.
Ils sont allés au-delà, ça s'explique d'une part par le contexte économique et social, qui est marqué par la crise économique, par l'inflation et l'inflation sur les prix énergétiques. Et ça pose une question, c'est-à-dire que le message transmis par le gouvernement, ça veut dire vous devez travailler plus longtemps. Il y a une partie des gens qui sont légitimement inquiets en se disant c'est déjà difficile en ce moment, on aura des difficultés d'emploi, on connaît le taux d'emploi des seniors qui n'est pas très élevé. Et est-ce qu'on va réussir à pouvoir travailler aussi longtemps alors que nos conditions de travail sont déjà difficiles? Donc ceux-là, ils peuvent réussir à les mobiliser. Le deuxième point, c'est qu'il y en a qui veulent se faire Macron, tout simplement. C'est-à-dire que on a vu le résultat de la dernière élection présidentielle. Mélenchon fait 20%, Marine Le Pen fait plus de 20%. Donc vous avez 40% de la France qui est à minima mobilisable, qui est très anti-macroniste, et sur quoi les syndicats peuvent s'appuyer pour mobiliser des personnes. Il y a un troisième point aussi, c'est qu'il y a des catégories d'emplois, notamment les employés ouvriers, qui sont très hostiles au président de la République. On le voit dans l'affrontement au second tour entre Macron et Marine Le Pen. C'est l'endroit où Marine Le Pen superforme. Ce sont les employés, les ouvriers, les travailleurs entre 35 et 59 ans. Donc ceux-là, techniquement, peuvent se mobiliser contre le président de la République. Donc en soi, le chiffre d'1 million de personnes est un bon chiffre pour les syndicats, mais il n'est pas vraiment surprenant non plus. Le point essentiel, ça va être de voir s'ils arrivent à augmenter dans les prochaines semaines. Si par exemple, dans les prochaines mobilisations, vous avez 1,2 million, 1,4 million, 1,5 million, voire jusqu'à 2 millions de personnes, ça veut dire que vous avez de plus en plus de personnes qui sont convaincues par le message des syndicats. Et ça veut dire que le gouvernement est en train de perdre la bataille de l'opinion publique et à ce moment-là, il faudrait qu'Emmanuel Macron change de discours ou à ce moment-là retire certaines clauses de son projet. Et ces personnes, qu'ils appartiennent à un syndicat ou non d'ailleurs, parce que ce qui est intéressant lors des récents mouvements, c'est qu'on a parfois vu que les collectifs qui se créent spontanément et parfois même de façon anarchique sur les réseaux sociaux s'affranchissent totalement des organisations syndicales. Est-ce que ce mouvement du 19 janvier aujourd'hui, qui s'apparente peut-être à un succès, montre en tout cas ou marque le retour en force aujourd'hui des syndicats? En tout cas, ça montre que les syndicats, alors qu'ils avaient plutôt perdu la main lors de la grève SNCF de décembre, où c'était plutôt un mouvement spontané, ou le mouvement des Gilets jaunes, qui est le plus marquant de démocratie directe, auquel ce sont les gens qui se réunissent dans des groupes Facebook pour aller manifester dans des ronds-points. Les syndicats ont repris la main, et je pense que c'est un de leurs objectifs essentiels, en vue des élections professionnelles, auxquelles ils jouent grand, notamment la plupart des leaders syndicaux qui jouent également leur succession. Ensuite, après, ça montre aussi une chose, ça veut dire que pour mobiliser cette base-là, ils ont donné un discours de plus en plus radical. Notamment, je pense à discours de certaines personnalités politiques ou de certains leaders syndicaux. Il faut dire que certains leaders syndicaux de la CGT disent qu'il faut mettre la retraite à 50 ans avec un taux plein, je crois, et une baisse de cotisation. C'est-à-dire que pour mobiliser cette base-là, ils ont tenu un discours de plus en plus radical. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un point essentiel. C'est-à-dire que si vous avez mobilisé la partie la plus hostile à Emmanuel Macron, la plus hostile au projet de réforme des retraites, ça vous permet d'avoir un chiffre assez important. Mais est-ce que c'est pour autant que ça inquiétera le président de la République? Est-ce que éventuellement ça le fera plier? Rien n'est moins sûr. Je pense que les leaders syndicaux ont réussi leur première manche, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont posé les conditions de succès pour la deuxième, la troisième manche et la quatrième manche, dans la mesure où est-ce qu'Emmanuel Macron est inquiet, en gros, pour résumer, de voir les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen manifester? Ce n'est pas son sujet, je pense, essentiel. Son sujet essentiel, c'est si les électeurs, par exemple, du Parti socialiste, des Républicains, ou même des électeurs de sa propre majorité commencent à se dire écoutez, le projet de retraite n'est pas le bon, on va aller manifester avec Martinez. Si vous avez des électeurs qui ont voté soit Pécresse, soit Macron, qui commencent à défiler pour Martinez, vous pouvez commencer à vous inquiéter. Là, il peut commencer à s'inquiéter. Alors justement, c'est intéressant que vous parliez du président de la République parce que vous avez récemment publié dans le journal Les Échos une tribune très intéressante justement où vous pensez, en tout cas, que si les manifestations se poursuivent, qu'Emmanuel Macron pourrait profiter de cette situation. Expliquez-nous un peu votre raisonnement parce que ça peut paraître assez surprenant. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, en fait, en quelque sorte, a révolutionné le paysage politique. Ça veut dire qu'en fait, il a changé les codes qu'on connaissait habituellement. Je parlais des différentes réformes de 1995 et de 2010. Vous avez à peu près deux France. Vous avez la France qui soutenait le gouvernement et la France qui s'opposait au gouvernement. Donc en 1995, vous avez la France qui soutenait Alain Juppé et Jacques Chirac et la France qui était contre Alain Juppé et Jacques Chirac. En 2010, vous aviez la France qui soutenait Nicolas Sarkozy et la France qui était contre Nicolas Sarkozy et contre François Fillon et Éric Woerth à l'époque. Là maintenant, vous avez, depuis l'éruption des Gilets jaunes, vous avez trois France. Vous avez la France qui soutient le gouvernement, qui représente à peu près 30% des Français à 35% si on est sympathique avec le président de la République. Vous avez la France qui est hostile au président de la République, qui fait à peu près 35-40%. Et vous avez tout le reste qui est plutôt en passif, plutôt en retrait, et qui se positionne en fonction de l'actualité et en fonction d'un taux de rejet plus important. Et je pense que, par exemple, ce qu'on a eu sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'au départ, cette troisième France soutenait plutôt la France des Gilets jaunes, dans la mesure où ils se reconnaissaient dans leurs revendications, les problèmes de pouvoir d'achat, le déclassement de la classe moyenne, les problèmes de réindustrialisation, les problèmes dans les territoires périphériques, etc. Et là, maintenant, la question qui se pose, notamment pour les leaders syndicaux, ça va être la question suivante. Est-ce que cette France-là
rejette davantage Emmanuel Macron et son projet de réforme de la retraite, ou est-ce qu'elle rejette davantage Jean-Luc Mélenchon et les syndicats? Moi, je pense que le discours qu'ils tiennent notamment pour mobiliser leur base va les empêcher de rallier cette troisième France. Je vais illustrer par 3 chiffres que je trouve très intéressants. Vous avez à peu près 68% des Français, selon l'IFOP, qui sont contre le projet de réforme des retraites. Par contre, vous n'avez que 50% des Français qui soutiennent le mouvement des grévistes. Ça veut dire que vous avez 20% qui sont partis, même s'ils sont contre le projet de réforme des retraites, ils ne soutiennent pas pour autant les grévistes. Alors que c'était le cas en 1995, vous aviez un taux quasiment similaire entre les personnes qui rejetaient un projet de réforme des retraites avec ceux qui soutenaient les grévistes. Le troisième chiffre intéressant, c'est que 68% des Français pensent que la réforme va être votée et va être appliquée. Et dans cette mesure-là, est-ce qu'en fait des personnes peuvent être incitées à manifester dans la mesure où ils vont perdre en pouvoir d'achat alors que c'est très compliqué pour une grande partie des Français en ce moment, et en sachant que ce projet de réforme va passer quoi qu'il arrive. Et moi, je pense que c'est ça le point essentiel, avec en plus des discours syndicalistes qui ne vont pas dans le bon sens. Parce que quand vous regardez le panorama actuel, vous dites Emmanuel Macron mène un projet, en gros, qui est résumé pour tout le monde, il faut travailler 2 ans de plus. Tout le monde se dit ça, même s'il y a des autres clauses qui permettent d'atténuer ce choc-là. Est-ce que les autres leaders syndicaux ou est-ce que les autres formations politiques ont un discours de réforme alternative? Non, il n'y a pas d'alternative. C'est ça aussi le problème. C'est aussi pour la raison pour laquelle les Français aujourd'hui sont résignés. C'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas le choix. Il y a cette réforme qui est sur la table, derrière, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un sujet essentiel. Moi, je pense qu'in fine, à moins que le gouvernement commette des bourdes en termes de communication, mais les messages transmis par Emmanuel Macron aujourd'hui ne montrent pas qu'il y a une bourde ou une méconnaissance du sujet, une méconnaissance des enjeux particuliers. Mais quand vous regardez les options disponibles, c'est-à-dire que les autres leaders syndicaux disent qu'il faut revenir à la retraite à 60 ans. Je pense qu'une grande partie des Français n'y croient pas, que ce n'est pas possible. L'autre possibilité, c'est d'augmenter les cotisations patronales. Alors, est-ce que maintenant, un Emmanuel Macron, qui a toujours été plutôt en soutenance d'une politique pour les entreprises, va augmenter les cotisations patronales alors qu'il y a des difficultés en matière d'emploi, etc. Ça paraît peu probable. La dernière option, c'est d'augmenter les cotisations dites portant sur les salariés. Donc il faudrait que chacun perde en pouvoir d'achat. Est-ce qu'actuellement, ce que moi j'appelle la France du travail, donc plutôt la classe moyenne qui va subir les effets de cette réforme des retraites, va préférer travailler 2 ans de plus ou perdre 50, 100 euros par mois de pouvoir d'achat pour travailler 2 ans de moins, alors qu'ils ont déjà du mal à boucler les fins de mois, que les factures énergétiques augmentent, etc. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et donc je pense qu'in fine, ils ne soutiendront pas Emmanuel Macron et le président de la République et son gouvernement et son projet. Par contre, à la fin, pas pour l'instant, mais au fil des semaines de blocage, notamment si par cas vous avez des leaders syndicaux comme la CGT qui appliquent ce qu'ils disent, qui coupent l'électricité dans certains endroits, qui montrent des postures de plus en plus radicales et notamment bloquent le pays en bloquant les transports en commun, etc. Je pense que cette France-là soutiendra par défaut le président de la République, non pas en le soutenant, mais en disant c'est le moins pire. Voilà, la France du blocage versus la France du travail, c'est effectivement ce que vous opposez. Et je vais lire un commentaire sur le chat. Nous sommes en direct sur Figaro Live. C'est NS. Alors, est-ce Nicolas Sarkozy? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un pseudo. Je suis français et je suis en colère contre les grévistes qui m'empêchent de vivre paisiblement. Vous pensez que c'est cette France-là aussi qui va peut-être à un moment donné donner de la voix et dire c'est bon, il y a ras-le-bol, le blocage des raffineries, le blocage des trains à la SNCF, nous on n'en veut plus? Moi je pense que c'est cette France-là notamment qui a permis à Emmanuel Macron de se sortir de la crise des Gilets jaunes, notamment en adoptant ce que j'appelle le réflexe légitimiste. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, est-ce qu'Emmanuel Macron permet de résoudre la crise des Gilets jaunes en augmentant durablement le pouvoir d'achat des classes moyennes, en leur sortant de leur situation? Je pense qu'ils n'y croyaient pas forcément. Par contre, ils s'étaient dit, est-ce que les opposants, donc à l'époque Mélenchon et Le Pen, proposaient une meilleure solution? Et moi, j'applique le même scénario à l'heure actuelle, c'est-à-dire, est-ce que les Français se disent que la réforme des retraites va dans le bon sens? De toute façon, ils se disent qu'on n'a pas d'autres réformes possibles. Et l'autre élément, c'est qu'ensuite, après, ils se disent, pour réformer la France ou pour sauver la France de ces difficultés actuelles, est-ce qu'il vaut mieux faire confiance à Emmanuel Macron ou Martinez, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen? Et je pense que c'est ça qui les fait peur terriblement. C'est-à-dire qu'ils se disent, la France du blocage, vous bloquez, mais in fine, pour avoir quelle solution? Parce que si on rentre dans le détail, notamment, et qu'on remarque précisément ce qui se passe dans la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'on voit à peu près que le régime général, donc dit pour les salariés, est plutôt équilibré. Donc ça veut dire que le déficit provient principalement du régime des fonctionnaires, qui n'est pas forcément un régime, mais qui est une compensation du gouvernement, et les régimes spéciaux. Et les régimes spéciaux. Donc ça veut dire, pour résumer, c'est comme ça que moi je pense que la France du travail va commencer, si le gouvernement tient le bon message et tient le bon discours, va commencer à manifester, c'est-à-dire que les gens vont se dire, attendez, c'est-à-dire que nous, on doit travailler 2 ans de plus. Donc les Français, que j'appelle dans la France du travail, de travailler 2 ans de plus, fournir des efforts supplémentaires pour soutenir
éventuellement, et en plus on va se faire bloquer, on va nous empêcher de vivre correctement pour porter et soutenir les revendications des gens qui nous ont déjà causé dans le déficit. Donc une fois que vous adoptez ce type de discours, je pense que le gouvernement le fera petit à petit. On voit les interventions d'Olivier Véran notamment, qui est porte-parole du gouvernement. Et ben on va voir que petit à petit, les Français vont se dire, bon, in fine, certes, le projet d'Emmanuel Macron n'est pas fantastique, Emmanuel Macron n'est pas fantastique, par contre, les opposants, notamment les leaders syndicaux, sont pires que lui, donc ils vont soutenir ce qui s'est passé en 1995, m'avait fait renverser. C'est-à-dire la grève, au lieu d'avoir une grève passive, vous aurez un soutien actif de la France du travail en faveur du gouvernement dans les batailles d'opinion publique qui permettra à Emmanuel Macron d'avoir un capital politique pour faire passer la réforme. Malgré tout, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'Emmanuel Macron, au cours des prochains jours, va devoir prendre des pincettes dans ses allocutions? Je vous explique pourquoi. Peu avant 16h, le président de la République a réaffirmé aujourd'hui sa volonté de revoir le système de retraite. Je vais le citer, nous irons au terme de cette réforme juste et responsable. Fin de citation. Alors, il dit ça au moment où des centaines de milliers de Français sont en train de manifester. Parfois, certains sont très en colère. Est-ce qu'il ne fait pas une faute politique là? Moi, je pense qu'il a mis 2 messages qui étaient très importants. Il y a le message que vous venez de citer, il y a un autre message auquel il donne, je ne sais plus si c'est un off, et il dit « Je distingue 2 types de manifestants, ceux qui manifestent de façon républicaine et en gros ceux qui manifestent pour bloquer, etc. » Et je pense qu'il a raison d'appuyer dessus parce qu'en fait, il insiste sur la France du blocage qui provoque un rejet de plus en plus important. On a vu notamment lorsque, je pense que vous l'aviez couvert aussi, quand vous interviewez les personnes qui faisaient la queue dans les stations-service, ils comprenaient que finalement, est-ce que les revendications des travailleurs dans les raffineries étaient parfaitement justifiées? Les Français, notamment la France du travail, avaient de plus en plus de doutes. Et là, petit à petit, on va voir dans les chiffres, notamment, quels secteurs se sont mobilisés en faveur des grévistes. Donc une fois que vous allez comprendre que ça va être l'éducation nationale, la SNCF, la RATP, les raffineries, les Français vont faire une question similaire. Et je pense qu'il y aura de plus en plus d'émissions et on aura de plus en plus d'articles pour savoir quelle est la France qui manifeste. Quand ils verront que la France qui manifeste vit mieux que la France du travail, chacun se dira « Non mais attendez, ce n'est pas possible de continuer comme ça ». Donc in fine, on peut aller dans ce sens-là. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas perdre la France du travail. Il ne faut pas qu'ils mettent de messages contradictoires en disant voilà, la France du travail, un peu comme certaines fautes qu'il a faites, en disant il suffit de traverser la rue pour trouver un job, etc. Il ne faut pas qu'ils commettent d'erreurs de communication et surtout, il ne faut pas que ces ministres commettent des erreurs de communication. Si je prends le parallèle, notamment avec les Gilets jaunes, ce qui avait conduit à une surmobilisation des Gilets jaunes, c'est des phrases maladroites de Sibeth Ndiaye, de Benjamin Griveaux et de ces différents ministres, notamment qui avaient porté, la France périphérique le vivait comme une insulte. Comme un mépris. Un mépris, donc ce qui allait motiver à les manifester. Là, actuellement, il n'y a pas ça. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'on est obligé de réformer les retraites. Est-ce qu'ensuite, après, il a raison de parler de réforme juste ou pas? Est-ce que les Français y croient? Ça, c'est une autre question. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, il n'y a pas de message qui permet de surmobiliser au-delà de la base syndicale qui se mobilise habituellement. Et on suivra très attentivement la suite de ce mouvement. Merci William T d'avoir été sur ce plateau. Et pour ce décryptage, je rappelle que vous êtes le directeur du think tank Le Millénaire. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Certains